Est-ce que tu peux nous parler, Julia, peut-être de la genèse du film et en particulier du lien qu'entretient le film avec ton moyen-métrage J'ai vu le visage du diable, qui était déjà avec Maria Wrobel et puis aussi ton acteur Wojtek Skibinski. Wojtek. Donc oui, effectivement, en fait j'ai commencé à écrire Que ma volonté soit faite il y a presque 9 ans. Donc j'ai mis beaucoup de temps à faire ce film, à le financer. C'était essentiellement ça le plus long. Et donc parce qu'un film comme ça de nos jours c'est très très dur à financer en France. Voilà. Et donc entre-temps, dans tout ce parcours de financement, j'ai changé de production. J'avais commencé à le développer avec la production de mon premier long métrage qui s'appelait Crash Cœur, qui était sorti en 2016. Et puis, bon bref, pour faire un peu court quand même, parce que j'ai pas envie de vous saouler avec mes histoires d'antériorité, mais en tout cas, donc voilà, j'ai rencontré un moment Venin, donc Yann Gonzalez et Flavien Jorda, et puis après Estelle, et donc avec Venin, on a fait un moyen métrage qui s'appelait J'ai vu le visage du diable, et qui était comme un travail préparatoire à ce film qui était déjà en gestation dans ma tête, donc le scénario était déjà écrit, et pour lequel j'avais enquêté sur la pratique de l'exorcisme en Pologne, qui est mon pays d'origine. Et donc je me suis rendu compte, en fait, au départ, dans ce long métrage, le père de Nav, donc Henrik, contactait un prêtre exorciste et faisait exorciser sa fille. Il y avait toute une partie d'exorcisme pur dans ce film-là, mais qui a été enlevé au scénario il y a très longtemps. Et donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte que la pratique de l'exorcisme était très répandue en Pologne de nos jours. Il y en a des centaines par jour. Et donc, j'ai fait un film préparatoire qui s'appelait J'ai vu le visage du diable, qui était à mi-chemin entre docu et fiction, avec la même équipe, avec les mêmes producteurs, et qui m'a permis de rencontrer Maria et Wojtek, donc, qui étaient les acteurs que j'ai gardés pour le long. Et c'était aussi une façon déjà de développer une méthodologie de direction d'acteurs avec Maria, sur toutes ces moments de possession, entre guillemets. Et donc, voilà. Est-ce que tu peux nous dire justement comment tu travailles concrètement avec Maria sur ces scènes qui sont assez impressionnantes? Alors, très simplement. Donc, en fait, ce qu'on a fait, donc, pour J'ai vu le visage du diable déjà, donc comme elle, donc on s'est vu plusieurs fois en répétition, et puis en fait, elle habitait à l'époque à Cracovie, maintenant elle est à Varsovie. Et donc, pour travailler la direction d'acteur, on se faisait comme des... Elle avait une self-tape à m'envoyer chaque semaine. Donc, elle avait un devoir à faire, qui était une exploration précise du personnage. Et en fait, ça marchait très bien, parce que la distance permettait... Au départ, j'étais plutôt contre cette méthodologie-là. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que ça permettait de désinhiber pas mal de choses et de pousser assez loin les curseurs sans que... c'était très simple. Et donc, on a continué, on a persévéré là-dedans. Et donc, en termes de directives pures, on était toujours dans des choses très concrètes. Donc, on a beaucoup travaillé sur les sens. Donc, le sens de l'ouïe, l'odorat, le goût, des choses, le toucher. Et donc, des choses hyper concrètes et jamais psychologisantes, parce que je trouve que c'est plus simple d'aller loin là-dedans, dans toutes ces scènes. Et par ailleurs, c'est beaucoup moins... perturbant pour la comédienne. C'était en fait assez simple à faire. Et puis Maria est juste exceptionnelle, donc j'ai eu de la chance, bien sûr, de la rencontrer pour le moyen-métrage, et c'était une évidence pour moi de poursuivre avec elle sur le long, parce qu'elle est quand même incroyable. Et le personnage de Sandra qu'incarne Roxane, est-ce qu'il a été là d'emblée écrit de cette manière-là, et comment tu l'as écrit, et comment Roxane est arrivée ensuite sur le film? Alors, pour le personnage de Roxane, j'ai fait un long cheminement, donc d'ailleurs avec Naël, donc c'est pour ça que je citais Naël, parce que au départ, j'ai d'abord rencontré Roxane, en l'occurrence, et plusieurs actrices, mais Roxane m'a vraiment tout de suite très fortement tapé dans l'œil. Et puis après, j'ai eu besoin de faire un cheminement où je recherchais peut-être quelqu'un qui n'était pas actrice et qui était plus une personnalité singulière. Donc, j'ai rencontré des femmes qui étaient plutôt issues de milieux de la nuit, donc qui étaient soit des travailleuses du sexe, soit des femmes trans. En fait, je cherchais une personnalité hors du commun,
Et finalement, bah, Roxane, en fait, j'avais trouvé aussi plein de gens super, mais en tout cas, effectivement, il y avait aussi le jeu, bien entendu, qui était très important. Et donc, Roxane était juste incroyable. Et après, le travail avec Roxane, pour moi, ça a été en grande partie de l'encrasser, entre guillemets, en tout cas physiquement, donc effectivement changer sa belle chevelure, son beau port de tête. Enfin, Roxane, elle est toujours aussi dingue dans le film, mais en tout cas, je voulais un personnage plus punk, plus crade quelque part, et donc d'où l'idée donc c'est en choisissant Roxane que j'ai décidé de lui rajouter une attelle, par exemple. Elle n'existait pas, l'attelle, à l'écriture du scénario, et c'était une façon d'entraver sa posture, qu'elle marche moins bien, les grosses godasses un peu qui s'englouvaient tout le temps dans la boue, et on pourrait même raconter qu'on aurait pu faire un bêtisier du film de chute. Et il y en a eu un certain paquet parce que ses chaussures étaient pas très pratiques dans cette bouillasse permanente. Donc ça s'engouillait beaucoup et voilà, il y avait des... Mais en tout cas, voilà. Et puis la chevelure, tout ça. Enfin, en tout cas, le travail avec Roxane a été... Et plus aussi, peut-être on peut dire qu'on a travaillé sur la figure du cow-boy, un peu. Donc dans la façon de fumer sa cigarette, de marcher. Donc... c'était vraiment Clint Eastwood dans L'Homme des Hautes Plaines ou John Wayne. Enfin, elle avait ce genre de référence-là. Enfin, c'était vraiment très... Mais en tout cas, la direction d'acteur était très simple, quelque part. Et pas, on n'était pas dans des directives psychologisantes ou psychologiques. Je veux rajouter quelque chose. Non, t'as bien parlé. Non, mais toi, Roxane, quand tu as reçu, par exemple, le scénario, comment tu as abordé le rôle, moi, j'ai adoré. J'ai vu Le Visage du Diable que j'ai adoré aussi. Donc, je l'ai appelé tout de suite parce que je l'ai lu tout de suite. Je pense que je l'ai lu dans la journée où tu me l'as envoyé. Et j'ai dit, mais je suis disponible ce soir, allons-y. Allons boire un verre. Et puis finalement, on a mangé, on a passé je sais pas combien d'heures à discuter. On s'est rendu compte que on aimait les mêmes films et qu'on s'entendait bien et voilà. Et j'étais bon. Après, ça a été un long processus où j'espérais qu'elle allait revenir vers moi parce que j'avais tellement envie de faire le film et puis juste incroyable. C'était trop incroyable de travailler avec toi. Je t'adore. Ah, moi aussi. Bon, on est tout émus parce que c'est la première. Là. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des questions, des réactions ? Bien sûr. Bonsoir, j'ai deux questions. Au départ, je pense que ça ressemblait un petit peu au film de Bertrand Bonello. Je ne me rappelle plus du titre du film. Et j'ai deux questions. La première question, je voudrais savoir comment s'est faite la rencontre avec Raphaël. Je ne me rappelle plus de son nom. Raphaël Thierry. Oui, Raphaël Thierry, oui. Alors, le film de Bonello, je vois pas bien lequel. Enfin, je veux dire, j'aime beaucoup le cinéma de Bertrand Bonello, mais c'était pas pour moi une référence. Je sais pas de quel film. C'est sur la magie noire, en fait. Ah, Zombie Child. Zombie Child. Voilà, c'est ça. Ok, ouais, je l'ai vu. Alors, c'est un film que je trouve super, déjà, mais c'est pas du tout une référence directe, en tout cas. Enfin, peut-être que inconsciemment, comme je l'ai vu. Mais en tout cas, alors si on peut parler des références, peut-être parce qu'il y a des références. Et c'est marrant parce que la deuxième question, Raphaël Thierry, qui est un acteur que j'ai vu pour la première fois dans Rester vertical de Alain Guiraudy, qui est pour moi beaucoup plus une référence, le cinéma de Guiraudy, que de Bonello. Enfin, même si on ne sait pas pour comparer, mais en tout cas, donc c'est un acteur que j'ai vu dans Rester vertical et que je suis depuis quelques années, que j'ai revu dans L'Homme d'argile, que j'ai trouvé super, et donc je l'ai contacté basiquement comme ça, enfin, je sais plus par agent, je sais plus comment on s'est rencontrés au moment des Césars, j'ai profité j'ai vu Le Visage du Diable, comme il y a des rencontres, on peut demander à quelqu'un de nous accompagner à un déjeuner, et donc j'ai profité de ce déjeuner pour appeler Raphaël Thierry pour lui dire voulez-vous m'accompagner au César et il a dit ok. Il a dit on y mangera bien. Oh oui. Et donc voilà.
En vrai, c'était un peu ça. Et on s'est très très bien entendu. Et donc, pendant ce déjeuner, je lui ai dit que j'avais très très envie de le filmer, que j'avais ce projet de film. Et il a été tout de suite très emballé. Mais en tout cas, voilà. Donc, Guy Roddy est plus, quelque part, une inspiration pour moi que Bonello, même si j'adore le cinéma de Bonello. C'est pas du tout... Mais en tout cas, oui, effectivement, Zombie Child, il y a quelque chose de l'exorcisme. Mais c'est vraiment pour moi un autre monde de cinéma. Enfin, même si c'est effectivement des cinémas fantastiques et français à moitié pour moi, mais enfin. Voilà. J'ai une deuxième question, je voudrais savoir, est-ce que vous avez pris une coach d'intimité? Oui, on a pris une coordinatrice d'intimité pour les scènes d'intimité, quoi. Et donc, ce qui est assez marrant. Non, personne n'a envie d'entendre ce que moi j'ai à dire là-dessus, donc allez-y. En fait, ce que je voulais dire, c'était que c'était presque... Donc, moi, j'avais envie, je trouvais ça très bien pour l'équipe et pour les comédiens. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'était plus à la demande des comédiens masculins du film, donc de Raphaël et Jean-Baptiste, qui, eux, avaient besoin d'avoir comme des limites, de savoir ce qu'ils pouvaient faire, pas faire, dans la scène du viol, notamment. Et donc, c'était plus à leur demande que Roxane qui se sentait très à l'aise avec ça. Enfin, en tout cas, non, il n'y a eu aucun problème. Moi, ça me dérange, les coachs d'intimité, on va partir là-dessus. Je trouve que c'est un petit peu, pour moi, je le prends un peu comme quelqu'un qui est là pour, un peu comme quand on est en divorce et qu'on a besoin de quelqu'un avec qui parler, un espèce de psy. Moi, ça me dérange parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils nous disent il n'y a rien à voir avec la mise en scène, alors que tout a à voir avec la mise en scène. Dans une scène de viol, si c'est tourné par un réalisateur ou un autre, c'est complètement différent. Donc, tout a à voir avec la mise en scène. Donc ça, c'est un vrai problème parce qu'en plus, Julia n'avait pas le droit d'être là. Et ça, c'est quand même fou, je trouve. Donc moi, ça me gêne. Alors, pas sur le tournage. Non, t'avais pas le droit d'être là pendant notre séance avec la coach d'intimité. J'espère qu'elle n'est pas là ce soir. Bref. Non, mais par ailleurs, elle était super. Non, en fait, oui, parce que c'est très... C'est pas toi qui l'as fait le truc avec elle, quand même. Ce que je veux dire, c'est juste qu'il y a une séance organisée sans le réalisateur ou la réalisatrice, de façon à ce que les comédiens puissent s'exprimer librement. Donc c'est pour ça que... Et ça, c'est très important juste de dire ça. Après, sur le plateau... Oui, mais déjà, c'est un problème. Si on a un problème avec... Non, mais c'est vrai, si on a un problème avec une scène, il faut pouvoir en parler avec le réalisateur. Donc, une espèce de médiateur, je vous jure, on dirait qu'on est en instance de divorce, en fait. Bon, au final, ça s'est très bien passé, quand même. Moi, ça s'est pas bien passé, mais bon. Ah, avec la coordinatrice. Moi, en fait, par exemple, la scène de viol, je trouvais que ce qui était plus intéressant, c'était de travailler avec un cascadeur pour qu'on puisse réussir à faire une scène visuellement violente, mais sans se faire mal non plus. Et voilà, c'était plus intéressant pour moi. Et donc, quand j'ai vu les cascadeurs, j'ai demandé à ce qu'on puisse répéter vite fait avec eux ce qu'on pouvait faire comme mouvement, etc. Et puis, franchement, c'était une des scènes où on a le plus rigolé. Ouais, au final, sur le tournage, cette scène était très joyeuse. C'était pas du tout une scène gênante. Et puis, en plus, il y avait une vraie complicité entre Roxane et Raphaël, notamment. Et aussi Jean-Baptiste d'ailleurs. Enfin, donc c'était plutôt une franche rigolade, cette scène à tourner. C'est même assez étonnant, mais c'était pas du tout la scène la plus compliquée du film. Il y avait d'autres scènes bien plus compliquées qu'on peut aborder. Par exemple avec les animaux. Ouais. Alors je voudrais juste, si tu es d'accord. Ouais. Bien sûr. Non mais comme on parle de la séquence. Cette séquence-là de la chasse à la biche, à la femme et du viol, il y a quelque chose qui est assez incroyable et c'est quelque chose que tu manies absolument bien dans tous tes films, c'est le rapport à la musique et en particulier sur cette séquence-là qui est vraiment qui vient la rythmer, qui vient lui apporter une profondeur et une densité et décupler, enfin, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, les effets sur le spectateur de ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu travailles Alors, donc la musique, donc, je travaille avec mon frère, déjà, donc du coup, ça facilite beaucoup les choses parce que je peux user et abuser de ses talents. Et en tout cas, voilà, on a une vraie complicité depuis toujours, on a les mêmes références, donc c'est très simple de travailler ensemble. Et effectivement, pour cette scène, notamment,
la musique était vraiment ultra importante pour le montage. On a monté en fonction de la musique et pas l'inverse. Et donc c'était une scène qui se voulait être comme un peu un grand 8, c'est-à-dire au départ amener une espèce d'euphorie totale où les personnages sont hyper tout est hilarant, ils sont morts de rire, et en fait progressivement la scène va basculer vers un cauchemar pur. Et pour moi c'était très important que cette bascule s'opère pendant la scène de chasse à la biche et non pas dans la scène qui suit, c'est-à-dire la scène du viol. Enfin, que cette bascule se fasse avant. Et donc la musique était vraiment comme ce truc de... C'est la première fois que Nav quitte la ferme, donc on sort de cet endroit dont on est complètement... englué, c'est un huis clos finalement, et c'est la première fois qu'on s'en échappe, et donc c'est censé être très joyeux, et en fait ça va vriller vers le pire cauchemar, quoi. Et donc effectivement la musique était... Et donc avec mon frère, donc on avait vraiment des références... on voulait vraiment y mettre de la guitare électrique, on parlait de death metal après pour les autres scènes, il y avait aussi toute une connotation western, un peu comme ce dont je parlais avec Roxane. Et la flûte, donc je joue la flûte traversière. C'est et voilà, donc voilà, en fait, c'était ouais, la musique. En tout cas, j'avais très envie de lui donner une vraie place à la musique, et non pas qu'elle soit illustrative et qu'elle vienne souligner des émotions, mais qu'elle soit pleinement là ou pas là. Et c'était super important qu'on ait vraiment des scènes. C'est la musique qui domine, qui fait partie de la mise en scène vraiment complètement. Tu voulais évoquer des scènes compliquées à... Oui, donc, parce que évidemment, alors les scènes, en tout cas parce que sur ce film, j'ai eu pas mal de challenges de mise en scène que je connaissais pas, que j'avais pas encore expérimenté précédemment, notamment les animaux. Donc, donc il y a évidemment la mort de Tofi qui était vraiment notre grand challenge où je savais pas du tout comment on allait faire ça et comment on a. Donc évidemment, première chose à dire. Aucun animal n'a été aucunement violenté sur ce tournage. Et c'est très important parce que pour moi, c'est vraiment un enjeu dans ma vie quotidienne. Et de montrer cette vache qui meurt comme ça, c'était aussi une façon en filigrane de dénoncer quelque chose qui se produit plusieurs milliers de fois par seconde dans le monde pour nourrir les humains. Donc c'était un peu intrinsèquement volontaire tout ça, de montrer ça. Et par ailleurs pour le faire, basiquement en fait c'était plus simple que ce que ça nous paraît, mais donc on a profité d'une fouille vétérinaire, donc c'est un acte vétérinaire qui nécessite donc pour cette vache devait être palpée, donc ce qu'on appelle une palpation des organes. Donc le vétérinaire devait mettre sa main dans la vache et palper les organes. Et donc pour ça la vache doit être endormie. Et donc, il l'a sédatée, donc il lui a fait une injection d'un somnifère. Et donc, le vétérinaire, on avait longuement discuté avant le tournage de cette scène, et il m'avait dit « Ah, t'inquiète pas, on va lui faire l'injection, puis paf, elle va tomber comme une mouche. Elle va s'endormir. » Et donc, on a tourné cette scène, et la vache ne s'endormait jamais. Et donc, pendant le tournage, je me disais « Mince, j'ai pas ma scène, il faut qu'elle s'endorme, ça va pas. » J'étais vraiment, donc on tournait, et la vache luttait contre le sommeil en permanence. Et évidemment, en montage, j'ai découvert les rushs et je me suis dit que c'était 1000 fois plus fort, 1000 fois plus émouvant, parce qu'on est vraiment, on vit comme en direct l'agonie de l'animal. Et du coup, c'est beaucoup plus touchant, c'est beaucoup plus glaçant. C'est horrible en vrai. Et voilà, je me suis rendu compte que c'était un plus plutôt qu'une faiblesse, quoi. Et pour la mort du petit veau, évidemment, ça c'est de la mise en scène pure. Donc, quand Navoïka s'approche du veau, le veau est bien vivant. Et puis, quand elle plante le couteau, la caméra bascule sur le visage de Nav. Donc, le couteau se plante dans le vide. Et puis après, on a un insert sur une fausse peau, une peau tendue sur une poche de sang. Donc, il n'y a pas eu de problème avec le petit veau. Il va très bien. Mais effectivement, c'était des challenges qui nécessitaient aussi l'aide énorme de la famille d'agriculteurs chez qui on tournait, parce que sans eux on n'aurait pas pu ils nous ont énormément aidés avec les animaux. C'était un casting de décor autant qu'un casting d'humains, parce qu'on a tourné dans une ferme en activité, donc les vaches qui étaient là étaient vraiment celles qui étaient
dans cette ferme quotidiennement. Et du coup, il nous aidait surtout. Enfin, c'était... Un autre de tes challenges, c'est que tu as choisi de tourner en pellicule, en 16 mm. Ça implique beaucoup de préparation, aussi une conscience du budget, enfin plein de choses. Est-ce que tu peux nous parler de ta méthode de travail en particulier et ce choix de la pellicule? Alors le choix, déjà, c'est peut-être essentiellement pour le côté organique que confère la pellicule. Parce qu'en fait, je voulais faire un film vraiment de matière, donc un film de boue, de sang, de chair, de glaire, de gelée un peu visqueuse et tout ça. Enfin, pour moi, c'était très très important que cette matière soit vraiment visible à l'image et qu'on la sente, la pluie, le froid, tout devait être vraiment sensoriel, sensitif dans ce film. Donc évidemment, la pellicule aidait énormément à ça. Et donc effectivement, ça nécessitait une préparation. Donc en fait, moi systématiquement, à partir du scénario, je découpe. Donc je fais un découpage, c'est-à-dire je liste mes plans. Pour certaines scènes qui nécessitent plus de technique, je fais des storyboards, mais pas pour toutes. Et après, je cherche mes décors pour avoir un décor qui sera le plus adapté au plan que je rêve d'avoir. Donc j'ai comme un rêve dans la tête. Et après, je fais plus ou moins des concessions, donc je réadapte. Après, on fait une autre étape où je soumets cette liste de plans à mon directeur de la photographie, on en parle, et on va expérimenter ces plans sur le décor. Donc on voit si ça marche, qu'est-ce qu'on peut changer. Et donc généralement, on change à ce moment-là plein de choses parce qu'il est 1000 fois plus fort que moi. Et donc il se met dans ma tête et il dépasse. Par exemple, je dis, on va faire un travelling comme ça, puis il dit, mais non, mais si on le fait comme ça, enfin, je veux dire là comme ça paraît rien, mais ça change tout. Enfin, il upgrade en fait mon cerveau à ce moment-là. Enfin, vraiment. Et puis après, une fois qu'on est sur le tournage, tout l'enjeu, c'est de changer au dernier moment plein de choses dans le découpage notamment, pour réintroduire une forme de fraîcheur, de vivacité, d'énergie, de spontanéité. Donc c'est d'ailleurs le même travail que je fais avec les comédiens, où j'essaye, notamment avec Maria, on était hyper prêtes, on avait énormément répété, et sur le plateau, tout l'enjeu c'était de changer des trucs au dernier moment pour qu'elle soit tout le temps constamment aux aguets. Et donc évidemment, comme elle était très prête, elle n'était pas perturbée. Enfin, il y avait comme elle avait ses repères, mais effectivement, l'idée était de réintroduire de la fraîcheur, de la